Eh bien écoutez, bonjour. Bonjour. On vous remercie pour votre invitation, en tout cas qui répond à la nôtre, puisque c'est quand même nous qui avons fait la demande. Donc pour traiter de ce référendum d'initiative citoyenne. Mais auparavant, je souhaiterais que vous vous présentiez et que vous expliquiez quelles sont vos convictions. Alors déjà je me présente donc Thierry Hebrec, conseiller municipal, conseiller régional depuis 2021 avec Valérie Pécresse. Conseiller municipal, alors mon parcours est assez atypique, parce que je dirais de militant. De base, j'ai commencé en politique à l'âge de 17 ans sur Créteil, quand mes parents avaient amené leur entreprise à Créteil. Donc à partir de 17 ans, j'ai commencé à militer, je dirais de petit militant, jusqu'à arriver en 1999-2000 à prendre un siège en conseil municipal après le départ d'une conseillère municipale d'opposition à l'époque, puisque nous sommes face à Laurent Catala, qui lui, n'oublions pas, a été élu en 1977, qui va faire partie des plus vieux maires de France, si ce n'est de France, c'est sûr, de France peut-être, et contre qui donc, je me suis présenté après en élection en tête de liste. Et depuis, je bataille ferme contre lui. Je me suis battu contre lui en élection municipale, législative, à l'époque où il voulait encore être député. Et je ne lâcherai pas le morceau parce que je suis passionné par la vie politique, passionné par ma ville. La ville de Créteil était la ville-préfecture et qui, mon avis, à mon sens, moi qui ai passé une grande partie de ma jeunesse, j'y suis arrivé, j'avais 11 ans. Donc à l'âge où j'ai fait ma scolarité, j'ai fait ma profession, puisque j'ai travaillé moi, dans l'entreprise à Créteil. J'ai fait ma vie sentimentale et familiale. Donc je veux dire que Créteil est pour moi vraiment une ville où j'ai envie je me suis toujours investi. Je pense que cette ville a besoin de changer de couleur, elle a besoin d'avoir un nouveau dynamisme. Et même si à contrario certains pensent que c'est impossible, je pense que plus que jamais, c'est maintenant qu'il faut dire aux Cristoliens qu'on peut changer cette ville et qu'avec l'équipe que j'ai autour de moi, on va changer cette ville. Parce que j'ai vraiment envie d'apporter autre chose à cette ville. Vous étiez à l'instant avec Christelle Niasme qui a repris Villeneuve Saint-Georges, c'est un très bon exemple de gens qui sont passionnés. Pour moi, la politique, c'était une passion. Exigeante, chronophage, mais si vous n'aimez pas ça, ne faites pas de politique. Je pourrais m'arrêter là-dessus, parce que sinon, c'est la rencontre des gens, c'est de voir les gens, dans les bons côtés, dans les mauvais côtés, dans les bons moments, dans les mauvais moments, avec des choses à vous dire, et c'est vraiment quelque chose qui vous enrichit tout le temps. Si vous n'acceptez pas ça, si vous n'acceptez pas d'avoir frontalement ce genre de problème quand on veut être maire, faites autre chose. Faites un autre métier. Oui. La deuxième question porte sur la démocratie directe. Et on aimerait avoir votre point de vue sur le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Donc ça dépend qui l'emploie, mais enfin l'idée est la même, c'est-à-dire que de par la population part l'idée d'un référendum sur une question qui leur paraît importante. Alors moi, sur le référendum, alors il y a des exemples de référendum qui sont très anciens, moi c'était en 2005, je crois, le dernier référendum qu'on avait fait, c'est 2005, où c'était une question, je dirais, où les Français finalement ont voté comme contre, parce que quand un président présente un référendum, une question, c'est généralement on va voter non pas pour la question, mais contre celui qui l'a présenté, ce qui était un très mauvais choix. Alors quand on parle de référendum, moi je me dis, est-ce qu'on présente le référendum comme on fait en France, d'une façon institutionnelle, avec un cadre juridique bien posé, ou est-ce qu'on fait un peu, on accepterait de faire un peu ces scènes de votation à la Suisse? C'est vrai que ça changerait beaucoup dans notre constitution, mais je pense que ça serait quelque chose auquel les Français sont aujourd'hui prêts à adhérer, demandeurs. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions de leur vie quotidienne, des questions qui, à la limite même, on pourrait presque dire, ça serait sorti d'un sondage où on verrait que les gens vraiment sont intéressés par ça, et c'est pas de la politique politicienne au sens grand du terme, mais la politique de la ville, la politique du quotidien. Vous savez ce qu'on appelait avant le Forum romain, ce qui était vraiment la vraie politique, où on écoutait les citoyens. D'ailleurs, très récemment, parce que je fais beaucoup de porte-à-porte et de rencontres en ce moment avec les Cristoliens, je dis qu'il y a vraiment une différence entre entendre et écouter les gens. Actuellement, je pourrais dire que le maire que j'ai en place à Créteil entend, mais il n'écoute pas. Parce que quand vous écoutez, vous êtes censé apporter une réponse, à mon sens. C'est important de voir, vous voyez ce que je veux dire, d'entamer un dialogue. Entendre, ça peut rentrer par une oreille, sortir par l'autre, ça n'a rien fait de plus, c'est pas un problème. Vous êtes dans votre monde à vous, et bien le référendum, c'est à mon avis, vous voyez, ce soir, il va y avoir une grande rencontre avec le président de la République qui, paraît-il, va nous annoncer peut-être un nouveau référendum. Qu'est-ce qu'il va nous poser comme question? Une question pour se faire plaisir, sur l'enfance, sur les temps de loisirs, sur les temps scolaires, sur quoi? Sur le nucléaire, sur la sécurité, sur l'immigration? Non, c'est pas sur l'immigration parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est blindé statutairement et par la Convention, par la Constitution. Non, je pense que si vraiment on veut parler de référendum, il faut accepter de se dire, on met les choses en place, on ne vote pas parce que le président a posé une question, mais parce qu'on va répondre à une question qu'attendent les Français. Et c'est de là, on appliquera ce que les Français nous auront dit.
Et voyez-vous, ça changerait beaucoup de choses. Moi, je le vois au quotidien. Moi, les gens, à Créteil, ils vont se poser une question toute simple. Pourquoi, alors qu'on a un maire qui est élu depuis 50 ans, on a de moins en moins d'électeurs qui se déplacent? Est-ce que les gens se posent la question? Moi, je vais y répondre à cette question-là, parce que je discute beaucoup avec les gens. Monsieur Hebrech, on dit toujours qu'il va être élu. Alors pourquoi voulez-vous qu'on se déplace? Pourtant, on ne l'aime pas, mais on va pas y aller, parce que de toute façon, on dit qu'il va être élu. Vous voyez cette image que l'on donne aux gens? Et bien, à partir du moment où vous mettez ça dans la tête des gens, vous éloignez, que ce soit le président de la République, le député ou quoi que ce soit, vous n'avez plus de challenge, et vous éloignez les gens de cette envie de s'investir. C'est ça qui nous manque actuellement. Et vous avez de moins en moins de gens qui veulent s'investir dans la politique parce qu'ils ne sont pas intéressés, écœurés ou qu'on ne répond pas à leurs questions. Et puis vous avez aussi ce côté des médias qui ont fait que, regardez, moi je vais attendre vraiment gourmandise ce qui va être annoncé par le président de la République et si on fait vraiment un référendum et comment les médias vont s'en emparer. Un rôle important aussi certaines fois pour écœurer les gens ou répondre à leurs questions. Vous voyez ce que je veux dire? En 2025, les médias sont l'élément leader. Voilà, c'est l'élément leader, c'est ça. Et on n'écoute pas, ils prennent le lait sur la tête des gens finalement. Ils veulent impliquer dans la tête des gens et dire voilà. Ben moi je fais la même chose à Créteil. On vous dit, un média bien connu de Val d'Annexion avait dit, de toute façon, il sera réélu, monsieur Hebrech, qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis, je ne vais pas vous répondre. Puisque dès le départ, vous me posez la question. Dans la question, vous me dites déjà, il va être réélu, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben alors, qu'est-ce que je vous dis? Ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous publiez ça dans le journal, oui, mais c'est fait exprès. Bien sûr que c'est fait exprès, mais c'est donc une partie pris. Et puis n'oublions pas une autre chose aussi. Le référendum, c'est bien gentil, mais quand on pose une question à un référendum, moi, vous voyez, moi qui j'ai démarré, je l'ai dit, comme petit militant politique à 17 ans et tenir des bureaux de vote dès l'âge de 18 ans. Je me suis toujours impliqué à tenir toujours les bureaux de vote. Vous avez de plus en plus de difficultés à trouver des gens qui tiennent des bureaux de vote. Pourquoi? Mais derrière tout ça aussi, il y a un coût pour les collectivités. Vous ne pouvez pas jouer non plus avec ça. Vous ne pouvez pas faire des référendums pour vous faire plaisir et dire comme ça, on organise ça. C'est du papier, c'est de l'organisation, c'est de l'argent, c'est des agents qui vont travailler sur place. C'est un travail énorme. Mesurons le ratio de tout ça. Faisons des référendums, oui, la démocratie, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est le seul moyen de ramener les Français vers la politique, vers l'intérêt de leur quotidien. Mais pour ça, posons-nous les bonnes questions. Voyons si le référendum, tel qu'il est fait actuellement, va passionner les Français. Regardez tout simplement, on va revenir à une chose toute simple, on a parlé de référendum. Madame Hidalgo a fait un référendum tout récemment sur Paris. 2% de votants. Voilà. Mais même, vous savez, mon fils habite actuellement avec sa copine, il habite sur Paris. Il dit on n'a même pas été au courant. Les gens n'étaient pas au courant. On n'a même pas été au courant. Ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est l'adjoint qui a dit ah bah ça y est, les gens ils ont voté, voilà. Il y a 2% de votants et 90% qui ont dit oui, donc ça veut dire que tous les autres sont d'accord. Non, ça veut dire que ça veut dire que c'est aucun fondement. Voilà, vous imaginez l'image que ça donne sur un référendum, sur une votation. Vous imaginez l'image que ça donne pour les gens. Je vous donnerai un autre exemple. Si vous voulez les décourager, c'est le meilleur moyen. Je vous donnerai un autre exemple. En 1958, la Constitution est adoptée à 80% des voix avec 80% d'électeurs, grosso modo. On modifie en 1965 pour l'élection du président de la République au suffrage direct. On fait voter pour le mandat de 5 ans du temps de Michel Rocard. Il y a 30% de votants et 70% de gens qui votent pour. Est-ce que ce référendum est valable en regard de celui qui avait mis en œuvre 80% d'électeurs et 80% de votants? Il y a aussi ça qu'il faut se demander. Est-ce qu'à un moment, la faible participation ne disqualifie pas le principe? Nous, la dernière élection municipale à Créteil, on a eu à peine 20%, un peu plus de 20% de votants. Sur une ville de 90 000 habitants. En 2020 En 2020. C'était la période Covid. Covid, au deuxième tour. Oui, mais nous sommes la ville, je crois, de l'Île-de-France à avoir eu le plus faible taux de participation. Un des plus faibles taux de participation. Au deuxième tour. Je veux dire, le maire est élu sur un électorat d'à peu près 50 000 habitants, 50 000 votants, avec à peine 6 000 voix. Et moi, j'en fais 3 000, un peu moins de 3 000. C'est-à-dire, grosso modo, on a fait 9 000 électeurs. Oui. Non, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... Ce que vous venez de dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est significatif, représentatif de ce que veulent... Parce que moi, je peux vous garantir qu'après, les gens sont venus me voir en me disant, mais on voulait pas... Ils ne sont pas venus voter. Alors après, vous avez toutes les excuses possibles que vous pouvez trouver. Ça veut dire qu'il y a 80% de confiance. Voilà. Et si vous récupérez ces gens-là, que moi je vois en ce moment beaucoup, garantir que les choses peuvent changer. Et puis, enfin voilà, c'est pour finir sur l'histoire du référendum, oui, il y a des référendums,
Et posons-nous les bonnes questions. Et arrêtons de dire qu'on ne peut pas poser de questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne. On fait des référendums, on vous dit, mais celui-là, on ne peut pas le faire. Cette question-là, on ne peut pas la poser. Ah ben non, ça, c'est pas dans la Constitution. Ah oui, c'est là, non, c'est là non plus. C'est là, on peut vous la poser, mais un peu différemment, en biaisant un tout petit peu. Dans le même temps où on parle à l'Assemblée nationale de la fin de vie ou des choses comme ça. C'est un sujet qui aurait mérité un référendum national. Voilà, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait. Qui vraiment, et chacun peut voter. Je ne vois pas un député, moi je serais député, je serais très mal à l'aise pour dire, j'engage, entre guillemets, ma circonscription, puisque les députés, vous engagez votre circonscription, en disant, moi je vote pour ou contre, de moi-même. Je décide pour c'est un sujet qui est tellement difficile. Vous imaginez, vous avez eu quelqu'un dans votre famille, vous êtes député, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a eu cette fin de vie difficile, vous avez envie de dire, bah oui, j'aurais préféré qu'on raccourcisse, enfin aider à ça, ça. Puis d'un autre côté, vous dites, non, bah non, moi, au contraire, je voulais qu'il vive et j'aurais tout fait pour. C'est pas à vous de choisir. Enfin, je veux dire, et puis même, dans notre période actuelle à l'Assemblée nationale, de vous à moi, monsieur, est-ce que c'est une priorité? Tout à fait. Est-ce qu'avec les dettes abyssales que l'on a, les problèmes que l'on a de sécurité, même vis-à-vis des élus. En fait, c'est un problème de civilisation qui meurt. Moi, je n'aurais pas dit, mais puisque vous le dites, voilà, je suis bien acquiescé ce que vous dites. Et à mon grand regret, croyez-le bien. Parce que quand on est dans la vie publique, on n'a pas envie de ça. Mais pourtant, on le voit. Et on ne peut pas le dire, malheureusement, parce qu'il faut garder quand même un côté optimiste. Il faut quand même se battre au quotidien. Moi, j'ai ma profession d'un côté, mais je me bats beaucoup pour au niveau politique. Et je peux vous garantir qu'il y a des moments, oui, vous vous demandez ce que fait là. On va passer à la dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui nous suivent? Alors si je parle personnellement pour moi-même, du côté de mon engagement, c'est de vous dire que la politique est quelque chose qui m'a apporté énormément. Et paradoxalement, j'aurais la chance d'avoir en face de moi, c'est le seul moment où je dirais que j'étais content d'avoir Laurent Cathala en face de moi, parce que quand vous avez un vieux lion de la politique comme ça en face de vous, conseil municipal, que vous présidez un groupe d'opposition, que vous êtes seul face à lui, ça vous apprend beaucoup, ça vous oblige beaucoup. Parce que la politique n'est pas une chose qu'on peut prendre à la légère. Si moi, au tout début, je me rappelle que je n'avais pas toujours bien étudié mes dossiers, il me l'a simplement rappelé, et à l'époque, j'avais un excellent ami qui était Alain Gozlan, qui était avec mes côtés, et qui m'a dit, Thierry, si tu veux continuer face à lui, il faut qu'on poste les dossiers, qu'on soit fort face à lui. À partir de ce moment-là, tu auras le respect. C'est un homme qui vous respecte à partir du moment où vous êtes fort face à lui. Donc la politique est quelque chose qui engage beaucoup. Et moi, si j'ai quelque chose à dire au niveau national, je dirais que faire de la politique étant jeune, c'est très bien. Moi, je l'ai fait étant très jeune, mais qu'il faut apprendre. Il faut apprendre et surtout apprendre dans la durée. Parce que c'est pour faire de la politique, pour juste se dire je me lance dans la politique et je fais quelque chose, je vois un peu les gens, j'ai pas réussi, je vais ailleurs, c'est pas possible. Il faut s'ancrer dans un territoire, il faut commencer à écouter les gens, les aimer. Même ceux qui ne vous aiment pas, les aimer. Parce que c'est vraiment un challenge, mais qui est passionnant. Vous rencontrez des situations des fois difficiles, des moments des gens qui vous disent des choses tellement agréables que vous dites bon, j'ai pas fait ça pour rien. C'est quelque chose qui est important pour nous. Vous voyez, j'ai aidé un commerce à s'installer dans la rue commerçante de Créteil, et là, elle m'a dit ce matin, enfin, Diane, mes adjoints ce matin, je vais en duration parce que vraiment, elle nous a beaucoup aidé d'un bout à l'autre, ça m'a fait très plaisir. Eh ben, vous dites que là, vous avez fait quelque chose de bien. Et ça, ça vous intéresse. Et ça, ça me plaît. Ça, je vous assure, ça me plaît. Alors, sur Créteil, sur la règle générale des Français, j'ai qu'une seule envie de leur dire, moi, c'est essayer quand même de comprendre qu'il y a des gens qui font de la politique pour vous aider. Et moi, j'entends les gens qui me disent, mais monsieur Hebrech, les gens qui font de la politique, à part pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui sont simplement intéressés par leur carrière politique, par leurs petits coups, par leurs petits... Il y en a eu. Il y en a toujours, j'en vis encore. Mais c'est ça qui, vous à moi, c'est ça qui écarte les gens de la politique. Les gens ne veulent plus de ça. Je dis pas, tout le monde n'est pas, on va pas non plus croire que tout va très bien et que tout le monde est merveilleux dans le bisounours. C'est pas ça que je veux dire. On a chacun nos intérêts, nos ambitions, mais les gens ne peuvent plus supporter de voir des gens qui sont simplement carriéristes arriver à un poste pour ne pas en plus s'occuper de vous après. C'est ça le problème. Et je vous assure, et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai écouté votre entretien précédent, Frécé a tout à fait raison, on a trop de strates et trop de temps pour prendre une décision et l'avoir à mettre en application. Vous avez un projet, vous avez financé le projet, ça prend déjà un temps immémorial, vous avez après l'envie de le mettre en route et le temps de le mettre en route par les administrations et tout ça. Et les gens du coup ne le voient pas se mettre en route. Entre le moment où vous avez dit je vais le faire et le moment où ça arrive, les gens ont déjà pratiquement oublié
ce que vous allez faire. Et c'est ça qui n'est plus possible. Nous sommes dans... Alors, c'est vrai que c'est pas toujours un bon côté. Nous sommes trop dans l'immédiateté. Les gens veulent que ce soit tout de suite. Mais ça, c'est... On peut pas tout faire tout de suite, mais on peut pas non plus mettre un temps immémorial entre les réglementations, les normes, les machins. Vous savez, j'écoutais il n'y a pas très longtemps David Lisnard, qui expliquait sur Cannes les problèmes qu'il avait pour installer une station de traitement d'eau. Bon. Ça va faire pratiquement 8 ans qu'il se bat. Et là, il est arrivé à un moment donné où il a pratiquement signé. Il y a une association qui s'est mise en route pour lui soulever un problème. Ça a repris du temps. Et du coup, tout ce qu'il avait fait avant, il a produit à zéro. Il faut qu'il repasse tout à zéro parce que le délai est passé sur certaines des décisions qu'il avait prises. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en plus, il se passe des choses sur l'autoroute, sur des choses comme ça. Il faut arrêter aussi que simplement une poignée de gens bloquent un projet qui va dans l'intérêt général. Ce n'est jamais toujours parfait. Ce n'est jamais l'idéal pour tout le monde. Mais quand il y a intérêt, quelque chose qui va dans l'intérêt général, qui désenclave une région, qui amène de l'eau, qui fait... Regardons la suite. Arrêtons de nous borner à des choses comme ça qui vous bloquent complètement par quelques personnes qui décident un jour de faire une association, un collectif, et qui vous bloquent le projet. Ça, c'est plus supportable. Je pense que les politiques ont droit à l'erreur. Moi, je le dis très clairement, si demain, je me battrais pour être maire, j'ai des projets pour ma ville, je veux changer des choses, je veux améliorer, d'autres maires l'ont fait et qui ont pris les villes en 2020, je vois bien tous les projets qu'ils ont mis en route, toutes les ambitions qu'ils ont données à leur ville, tout ce qu'ils ont changé. Moi, je veux le faire pour Créteil. Et j'ai aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut qu'un homme politique, il accepte de dire j'ai fait quelque chose, ça ne marche pas, c'est pas la meilleure chose que on a voulu faire, ça ne s'est pas bien passé. On revient en arrière. Et là, actuellement, on a des gens qui... Non, on s'en fait, on continue, on impose quoi que ce soit, on a décidé que ça allait se faire, on doit le faire. Non, c'est pas possible. Les gens ne veulent plus de ça maintenant. Je vous assure, rencontrez les gens, discutez. Je suppose que vous le faites vous aussi de votre côté. Discutez avec les gens, rencontrez-les, et vous verrez ce qu'ils vous disent. Moi, je suis passionné par ça. Je fais des réunions d'appartement où les gens m'ont dit un truc tout simple. Vous êtes une réunion d'appartement avec des mères de famille. Moi, je vais parler de sécurité, des choses comme ça. Et on me dit, monsieur Ebrek, nos enfants, à la cantine, ne mangent pas assez. Vous dites, pardon? Vous avez les gabarits qu'on a maintenant, de garçons et les filles? Nous, les soirs, on les récupère à 4 heures. Ils mangeraient les pires tellement ils ont faim si on leur ramène pas quelque chose à manger à la sortie de l'école. C'est tout bête. Regardez ça, ça vous fait sourire. Moi aussi, ça m'a surpris. Non, ce qui me fait sourire, je vais dire pourquoi ça me fait sourire, c'est que maintenant, dans n'importe quelle commune, on fait des plats qui sont extrêmement compliqués, les enfants ne mangent pas, et on leur donnerait un steak haché avec des pommes de terre, là ça marche. Mais il faut leur apporter autre chose. On leur apporte autre chose, ils mangent du pain. Et bien voilà. Et bien, c'est exactement ce que je vais vous dire. D'où l'intérêt de se dire, moi j'ai dit, j'en ai parlé avec mes équipes, j'ai dit on va se pencher sur la question. Parce que visiblement, j'en ai discuté avec des agents de la ville qui m'ont dit, oui, c'est vrai qu'on leur donne des choses, ça va pas. Mais parce que c'est centralisé. Vous mettez une grand-mère comme chef de repas, au moins ça marchera. Alors. Exactement. Les gosses, ils mangeront, bien sûr. On est d'accord. Bon, on a fait le tour de la question.